Bonjour, bienvenue à Ligne de vie, le balado des pros du monde de l'emploi. On est super contente aujourd'hui de vous parler de notre invité qu'on a reçu. Avant, juste vous informer que ce balado est destiné aux gens qui doivent outiller, qui doivent intervenir auprès de personnes en démarche de recherche d'emploi. Donc, au niveau de la relation d'aide, si vous êtes dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé, que vous avez face à vous des individus qui sont en démarche vers l'emploi. On vous donne plein d'outils pour améliorer vos relations avec ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, de quoi on a parlé, Élodie? Aujourd'hui, on rencontrait Jessica Grenon du JAG, qui est l'organisme à Longueuil qui s'occupe des communautés LGBTQIA2S++, qui est venue nous parler en fait d'intégration en emploi de cette communauté-là. C'est évidemment, franchement, hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses, en fait, aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Ouais. Beaucoup de choses, mais une des choses, je pense, que j'ai retenues, c'est à quel point, des fois, on se complique la vie à savoir comment aller à la rencontre de ces personnes-là pour mieux comprendre. En fait, je ne veux pas trop en dire dans l'introduction parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont qui vont résonner, qui vont vous parler. Mais ce que je retiens, c'est d'arrêter de se rendre la situation plus complexe qu'elle est dans notre tête. Aller vers la simplicité. Puis l'émission, elle est riche de conseils, autant pour les employeurs qui ont envie d'être un peu plus inclusifs, autant pour les collègues de cette communauté-là, puis autant pour les gens aussi qui font partie de la communauté, qui intègrent des milieux où ça peut être plus ou moins facile, dépendamment. Super riche, plein de conseils, invités extraordinaires avec une expertise vraiment extraordinaire aussi. On vous invite évidemment, suite à l'émission, à vous abonner à notre Spotify, suivre nos réseaux sociaux, bien sûr, pour rester toujours à l'affût de tout ce qui se passe, et particulièrement aussi d'un prochain projet qui s'en vient, qui est destiné à notre communauté LGBT, particulièrement à nos 15-35 ans. Suivez au courant de l'hiver, il y aura un projet qui vous est destiné, qui sera mis en place. Je pense que ça pourrait être super pertinent pour vous, qui est de la communauté, ou même qui est des alliés qui ont envie de s'informer. Vous aurez aussi votre place à travers ce projet-là. Ça s'appelle « Travailler en couleur ». N'est-ce pas merveilleux? Magnifique projet. J'en ai lu quelques lignes. Je n'en fais pas partie, mais j'en ai lu quelques lignes, puis c'est vraiment un très beau projet. Fait que ça vaut la peine de rester à l'affût de ce projet-là. Bonne écoute. Sans l'ombre d'un doute. Bonne écoute. Donc, on prend place avec Jessica. Chaque personne a son histoire, ses défis, ses espoirs. Derrière chaque CV, un monde à explorer. Bien, Jessica, bonjour. Bonjour. Bienvenue au balado Ligne de vie. Super contente de t'accueillir avec nous aujourd'hui dans notre super studio qu'on a aménagé pour tourner nos nouveaux épisodes du balado. On est vraiment content de t'accueillir, contente de t'accueillir. D'entrée de jeu, j'ai envie de te présenter un petit quelque chose. On t'a sondé sur ta date d'anniversaire avant que tu viennes nous rejoindre aujourd'hui. On t'a pas dit pourquoi. Non. On a juste gardé ça un peu en surprise. En fait, c'est une petite activité qu'on fait d'entrée de jeu avec nos invités. On se sert en fait de l'intelligence artificielle. On voulait voir qu'est-ce que ça pouvait donner comme résultat d'utiliser l'intelligence artificielle pour te créer un archétype professionnel. OK. Donc, à partir de ta date de fête, à partir de ton prénom, Jessica, et de ta fonction, donc tu es directrice des services pour le JAG, on a demandé à ChatGPT de nous faire un archétype professionnel qui te décrit. C'est intéressant. On ne te connaît pas, donc on ne le sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, puis c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Hey, j'ai hâte. OK? Fait que je te fais la lecture, Bon. puis après tu me dis si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans ou pas du tout. On jase de ça après. Parfait. C'est bon? Oui. Alors, on dit que tu es une visionnaire humaniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, née le 11 juin, elle porte l'énergie des Gémeaux. Communicative, vive d'esprit et naturellement tournée vers les autres. Sa fonction au sein de son organisation lui permet d'unir ses talents de leader avec une capacité innée à créer des ponts entre des réalités multiples.
Jessica agit comme une chef d'orchestre collaborative. Elle guide sans écraser, favorise la co-création et stimule l'intelligence collective. Elle encourage ses collègues à oser, à partager et à innover. Son moteur est la conviction que chaque personne mérite un espace où elle peut être pleinement elle-même. Hey, j'aime tout de ça. Ouais? Hey, pour vrai, là, c'est assez... Oui, c'est mon type de leadership, mais que je veux que tout le monde puisse avoir sa place. Son opinion est aussi valable, peu importe ton titre qu'on crée ensemble. C'est vraiment ça que je souhaite au sein de mon organisme. Puis je pense qu'on pourrait dire que, oui, ça me ressemble beaucoup. Mes collègues pourraient peut-être ajouter que je suis un peu réfractaire comme personne. OK. Genre, le changement et tout, des fois, ça m'ébranle. Là, je suis pas trop sûre si c'est une bonne chose, mais du moment où on a l'argument pour me convaincre, puis OK, oui, je pense que ça fait du sens. Fait que c'est toujours drôle. À chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, je suis comme, mais après, je finis par embarquer, c'est clair. Fait que oui. On peut te convaincre facilement. Oui, quand même. Avec des bons arguments, tu t'embarques. Oui, quand je vois le positif, que c'est la meilleure avenue à prendre, je la prends. OK. Bien, c'est intéressant. Fait que vois-tu, l'intelligence artificielle peut avoir quand même certaines facultés de voir les talents chez les gens. On trouve ça intéressant. Mais c'est tellement cool. On apprend comme à vous connaître avant de vous connaître, puis on se dit, on va voir si c'est vraiment ça. Exact. Ah, c'est bon, j'aime ça. Puis, tu sais, on rajoute ce petit segment-là aussi de tes forces. Là. Donc, je te nomme tes 5 forces. Okay. Tu nous diras après aussi si ça fonctionne, mais je pense que ça résume bien ce qu'on a déjà dit. Ton leadership inclusif, ta communication agile, ta vision stratégique quand même. Je ne sais pas si tu te vois là-dedans. L'empathie, la sensibilité, puis quand même ton énergie mobilisatrice. En tout cas, tu dégages une très belle énergie, je dois dire. Mais est-ce qu'elle est mobilisatrice au sein de ton équipe? Mais je pense que oui, qu'on a tendance quand même à se tourner vers moi. Puis j'apprécie ça parce que c'est ce que je veux être, l'espèce de point rassembleur. Oui, puis tu sais, on s'entend, oui, j'ai un leadership, mais sans l'équipe, mon leadership ne sert à rien. Donc, c'est ça, la force au sein d'une équipe et tout ça. Fait que, ouais, c'est bon. Hey, je veux que ça devienne ma biographie, tout ça. Bien, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir partir avec ton archétype aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on va te laisser partir avec ça. Tu pourras peut-être partager ça avec tes collègues. Et qui sait, peut-être que vous allez vouloir refaire l'exercice dans l'équipe, tu sais, à partir de pas grand-chose, finalement. Tu sais, on t'a demandé ta date d'anniversaire, ton prénom, la fonction que tu occupes pour quand même y donner un peu une touche professionnelle aussi. Là. Fait que c'est un bel exercice que nous, on a fait avec quelques collègues dans l'équipe pour tester la véracité de ce qui ressortait de ça. Puis honnêtement, on était assez pile toujours sur les personnalités des gens. Fait que c'est bien intéressant. Oui, vraiment. Oui. Fait que, écoute, on te laisse partir avec ça. C'est un beau cadeau, merci beaucoup. Ben, ça nous fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, on voulait parler avec toi de diversité en milieu de travail. Puis c'est ça, dans le fond, en introduction, peut-être parler de ça, tu sais, les difficultés qu'on peut facilement rencontrer quand on fait partie d'une communauté LGBT+. Qu'est-ce qu'on remarque comme enjeux qui font facilement leur entrée quand on arrive dans une nouvelle équipe, par exemple? Oui. Si je me fie aux histoires que j'ai entendues, au niveau du travail, je pense que l'enjeu présentement d'actualité, c'est quand on fait partie de la diversité au niveau de son genre. Que tu sois une personne trans ou une personne non-binaire, il y a déjà des obstacles qui se dressent devant nous, tout dépendant où on en est dans notre processus de transition, entre autres. Si on parle de la transition au niveau légal, par exemple, donc si nos papiers officiels, donc légaux, carte d'assurance maladie, certificat de naissance et tout ça, ne sont pas changés, et là, on veut intégrer un nouveau milieu d'emploi. Là, on utilise quel prénom? C'est quoi la mention de notre genre, notre sexe et tout ça? Parce que des fois, des questions d'entrevue, c'est notre sexe. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? À quoi ça a une incidence dans ma façon de travailler? Souvent, zéro puis une barre. Là. Tellement. Ça sert à rien comme question. Fait que souvent, c'est ce que quand je me tourne vers les employeurs, c'est est-ce pertinent cette question-là en pré-entrevue et tout ça, et même en entrevue? Donc, déjà, ça peut être un obstacle quand, au niveau légal, nos changements ne sont pas faits. Ensuite, ça peut être aussi au niveau de notre apparence physique, donc notre expression de genre. Il s'agit qu'on déroge des normes. Que tu sois une personne cisgenre, donc que notre genre correspond à notre identité à la naissance, ou que tu sois une personne trans, bien, ton expression de genre peut tellement varier. Ça peut vraiment être vaste.
Mais il y en a pour qui il y a une notion très stéréotypée de à quoi ressemble une fille, à quoi ça ressemble un gars. Et quand on déroge de ces stéréotypes-là, là, ça court-circuite comme mon cerveau. Là. Ouais. Et là, on se met à se tromper, on ne sait plus trop. Fait que c'est aussi ça. Donc, tu sais, de demander les pronoms, bien ça a vraiment plus une incidence dans la façon, dans les relations que je vais avoir avec les autres, comment je peux t'interpeller avec respect. Fait que ça a plus une incidence que la mention de sexe, on s'entend. Ben oui. Fait que ça, c'est un enjeu. Ben justement, de se fier peut-être au genre ou à l'orientation sexuelle, à l'expression de genre pour déjà discréditer peut-être quelqu'un au milieu de l'emploi. Donc, parce que c'est déjà arrivé, par exemple, qu'un homme gay, un homme cisgenre gay, avait un emploi et avait une tâche qui était de lever des boîtes quand même assez lourdes. Et il y a un autre collègue de travail qui a fait « Ah, lui, il ne sera pas capable, tu sais. » Sans nécessairement aller au bout de sa pensée, mais entre vous et moi, on s'entend qu'est-ce que ça voulait insinuer, là. Alors qu'il avait il avait la capacité de le faire, mais en fonction de son orientation sexuelle qui était connue auprès des autres collègues, bien là, on l'a discrédité à ce niveau-là. Fait que c'est aussi ça, discréditer quelqu'un en fonction de ses compétences, ses habiletés, en fonction de son genre, son expression de genre, son orientation sexuelle, ça ne devrait pas se faire au sein du travail, mais de la vie de tous les jours aussi. Fait que ça, c'est les premières barrières que je pourrais dire au niveau de l'emploi. Si je pouvais rajouter aussi, quand tu es dans un milieu de travail, dans une équipe déjà établie et que tu veux faire ta transition de ton genre au courant d'un emploi, ça aussi, ça peut créer certaines réticences. Quelles sont les politiques mises en place concernant ça aussi? Parce que c'est assez vaste, là, un processus de transition. Il y en a beaucoup qui vont aller vers le côté médical, chirurgie, tout ça, bien, ça demande une convalescence. Ça demande aussi une espèce... Il y en a pour qui ont besoin de légitimer, mais pourquoi tu t'absentes? Donc là, c'est est-ce que tu es hâte à ton équipe? Donc, est-ce que tu en as parlé ouvertement à tes collègues, ton patron ou non? Fait que c'est aussi ça de voir, OK, t'en es où dans ton processus? Est-ce que tu es prêt ou prête à en parler dans ton milieu de travail? Bien, il y en a pour qui ça peut être un obstacle quand ils peuvent sentir que leur collègue, leur patron ou patronne n'est pas ouverte. Fait que souvent, en amont, je leur dis, en tant qu'employeur, démontrez votre ouverture, votre inclusivité. Attendez pas qu'il y ait une personne homosexuelle ou trans qui fait comme « Coucou, c'est moi, la LGBTQ de l'entreprise ». Non, soyez en amont, prévoir des politiques d'inclusion, de tolérance zéro face à l'intimidation, de penser aux politiques quand justement une personne trans veut transitionner dans le cadre de son emploi, de parler ça avec tout le monde, tous collègues confondus, de dire on a une politique d'inclusion, personnes trans et non-binaires qui veulent faire des processus. Bien, on démontre tellement notre inclusivité, puis ça l'enlève un fardeau à la personne trans d'expliquer « Ah ouais, là, faut que j'explique c'est quoi mon processus de transition. » Non, ça va avoir déjà été réfléchi en amont. Oui, puis cette personne-là doit réintégrer aussi après l'équipe. Mettons qu'il y a une période de convalescence de X nombre, peu importe la durée, doit réintégrer l'équipe aussi après. Donc, comment je vais être perçue par mes collègues, comment je vais être accueillie, comment les gens vont m'aborder, Puis moi aussi, j'imagine, comme individu, je reviens. Fait que moi aussi, j'ai des questionnements aussi, moi, comment je me réintègre. Fait que si, en plus, je sens que l'intégration se fait pas nécessairement de la bonne façon, puis que les gens n'ont pas été informés, mais pas juste informés, sensibilisés aussi à ça, ça peut avoir un impact aussi là, sur ma propre perception aussi, là, fait que, vraiment... Oui, puis j'ai envie de revenir sur un élément que tu as nommé parce que c'est quelque chose ici qu'on rencontre même avec nos jeunes. Est-ce qu'on est obligé de de se révéler, de révéler notre orientation, notre distancier? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ce coming out là, que tu parlais tout à l'heure? Tu sais, souvent, on a cette question-là, puis comment on fait pour... si je veux pas le faire, comment je navigue à travers ça, alors que des fois aussi, on en a parlé tout à l'heure entre nous, là, ce fameux lien de confiance. Des fois, on a envie d'avoir certaines discussions avec nos collègues pour justement développer des liens avec eux. Puis on dirait que si on va pas là, mais en même temps, est-ce qu'on leur doit ça aussi? Fait, en tout cas, c'est comme une grosse question, mais ça m'amène vraiment là-dedans, là, ce que tu nous as parlé depuis le début. Oui. Pour commencer, est-ce qu'un coming out est obligatoire? La réponse, c'est non. De façon générale, un coming out n'est pas obligatoire. Il y en a pour qui, tu sais,
on imagine souvent un coming out comme quelque chose de très officiel, un coming out, mais dans la vraie vie, on en fait plus qu'un. Quand tu fais partie des communautés LGBTQ+, tu en fais plus qu'un. Tu en fais à ta famille, tu en fais à tes amis, ton entourage, tes collègues de travail, en classe. Tu sais, il y en a À chaque plusieurs. fois que tu changes de milieu, tu recommences. Là. Exactement. Il y en a pour qui, c'est ça, ils vont être amenés à en faire plusieurs au cours de leur vie. Quand on parle de coming out au niveau de son orientation sexuelle, ben tu sais, on s'entend que ça peut être de façon très... si la personne ne se sent pas zéro à l'aise d'en parler auprès de ses collègues, elle peut. Elle peut dissimuler certaines choses au niveau de sa vie privée, puis ça lui appartient, puis c'est bien correct. Elle a sûrement ses raisons du pourquoi elle ne va pas en parler à ses collègues. Quand on parle au niveau de l'identité de genre, il y en a des personnes trans là, qui ont transitionné déjà depuis un certain temps, puis ils n'en font pas de coming out, puis c'est bien correct. Tu sais, elle est comme elle est aujourd'hui. Voilà. Tu sais, on n'a pas obligé de faire l'historique, là. Je suis pas obligée de te raconter pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui. Oui, c'est ma vie, ça m'appartient. Parle-moi de ta vie, ta mère, ton père, ta relation. Non, t'as pas... On ne demande pas ça de façon générale au commun des mortels. Donc, pourquoi envers les personnes trans? C'est tellement vrai. Il y a cette curiosité-là de tout savoir. Mais derrière ça, il y a comme une question. J'ai toujours envie de penser aux futurs employés. Toi, quand tu vas intégrer un milieu de travail, OK? Est-ce que c'est important pour toi que tout de suite, tu le mettes carte sur table pour ne pas garder ça derrière ta tête de est-ce que je me sentirais bien dans mon milieu? Comment ça va être si je fais un coming out? Si la réponse c'est ben, je préférerais le dire puis savoir déjà si je sens déjà que c'est comme ouf, ça passera pas. Ça se pourrait que ça soit comme hey, j'ai senti que ça passerait pas. Je vais pas intégrer ce milieu de travail-là. Parce qu'on s'entend, le temps que tu passes au travail, là, c'est le 3/4 de ton temps. Ben oui. Ouais, Est-ce que tu as envie d'être bien? Souvent, la réponse, c'est oui. Puis ça peut être de façon graduelle aussi. Tu intègres ton équipe, tu vois avec qui ça connecte. Parce qu'on n'est pas obligé de s'entendre bien avec tous les collègues de travail. Il faut s'enlever cette pression-là. Il y en a pour qui ça clique davantage. Mais c'est ça, si tu sens confiance avec ces personnes-là, ben, de te révéler un petit peu, ben, pour toi, c'est peut-être ça. Tu as 2-3 collègues qui sont au courant. Les autres, ben, ils ne sont pas obligés de le savoir. C'est bien correct aussi. Fait qu'il ne faut pas se mettre de pression, mais il faut toujours se poser la question, je pense, est-ce que je veux tout de suite jouer franc jeu, tout de suite en parlant de mon orientation sexuelle ou mon identité de genre, parce que ça me libérerait? À toi de voir, là. Elle est où la place? C'est parce que moi, je me mets dans la peau, mettons, de quelqu'un qui se pose des questions puis qui veut comprendre. Ouais. C'est quoi le droit de cette personne-là d'aller vers l'autre, justement, puis de poser des questions? Parce que, exemple, tu sais, mettons, la personne peut être un peu mal à l'aise d'aller vers la personne, mais si elle comprenait mieux, après ça, peut-être que le malaise serait brisé, puis là, il y aurait un lien plus facile qui se créerait. Fait que pour les gens qui ne sont pas dans le jugement, mais qui comprennent pas tout à fait, c'est quoi la place qu'ils ont là-dedans? Bien, c'est une bonne question, parce que c'est où la ligne entre c'est trop intrusif puis j'ai le droit de poser certaines questions? Moi, je pense que c'est tout... C'est quoi ton lien avec cette personne-là? Si tu as un bon lien, ben, tu peux peut-être te permettre certaines questions, puis de commencer par est-ce que tu me donnes le droit de te poser des questions? Et surtout de laisser le droit à la personne à dire non. J'ai pas envie de répondre à ces questions-là, ou bien, tu sais, je trouve ça personnel, ou présentement, j'ai pas la capacité de répondre à ces questions-là, puis de respecter ça. Et pas de dire, ben si je comprends pas, c'est de ta faute. Parce que souvent, c'est ça, c'est comme, ben elle n'a pas voulu m'expliquer, ben gars, après, je vais juger, là. Elle n'a pas voulu m'expliquer. C'est aussi ça, il faut se responsabiliser aussi en tant que personne qui ne comprend pas, de s'outiller par soi-même aussi. C'est ça que j'allais dire, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Tu sais, la personne qui est marginalisée ou qui fait partie d'une communauté qui est marginalisée doit devenir le porte-parole puis doit éduquer tout le monde sur le sujet. Puis c'est comme, ils deviennent, il y a une forme d'épuisement aussi dans le milieu de travail, d'être toujours la personne qui est comme, dirait, oubliez pas, faudrait peut-être qu'on soit un peu plus inclusif. Ah, faudrait qu'on ait des toilettes. Tu sais, il y a cet épuisement-là, puis effectivement, là, à un moment donné, les épaules d'une personne. Ils sont pas là, c'est pas eux, là, c'est pas les pédagogues, là, c'est pas le prof, c'est pas le, ils sont pas là pour ça, c'est ça, exact. Là. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a une responsabilité aussi personnelle de comme, il faut s'éduquer soi-même. Si on a envie d'être plus inclusif, puis d'être prêt aussi à se faire dire, ben c'est pas mon rôle, tu sais. Oui, exact, parce que oui, c'est comme tu l'as dit, c'est épuisant d'être le prof. Et quand on parle de personnes trans ou personnes non-binaires, et qui devient le prof, là, quelqu'un lui pose une question, puis la réaction de la personne, c'est « Ah, hey,
la réaction négative, tu sens le dégoût, l'incompréhension, mais c'est l'incompréhension de sa propre personne, là. Donc, c'est faire face au dégoût de quelqu'un envers soi-même, c'est violent. Ben oui. Fait que c'est aussi ça. Il y en a pour qui c'est leur façon de se protéger, de faire gage, j'ai pas envie de répondre à tes questions parce que peut-être qu'ils anticipent de j'ai peur de ta réaction aussi. Comment tu vas prendre ça? Ouais. Fait que c'est pour Puis ça. quand on veut s'éduquer, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que même pour nos professionnels qui écoutent en ce moment, qui n'ont jamais gravité autour de clientèles qui sont trans, qui sont non-binaires, qui, en tout cas, qui sont sous cet arc-en-ciel-là, on fait comment pour s'éduquer? Puis sans justement utiliser les gens pour nous éduquer, là, on fait quoi? Pas sur TikTok, OK? C'est pas la première chose. On commence pas par là, OK? Idéalement, c'est d'aller vers des ressources qui sont fiables. Il y a plein de ressources communautaires. Le JAG, je pense, en fait partie. Donc, il y a en Montérégie. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Il y a plein de ressources. Il y a plein de façons d'avoir accès à de la bonne et vraie information. Des lexiques, hein? On en a un aussi au JAG. On a créé un lexique, justement, pour que la personne qui ne connaît rien puisse mieux comprendre. Tu sais, on s'est dit, OK, si, mettons, moi, je ne comprenais rien, qu'est-ce qui m'aiderait à comprendre? Fait qu'on a essayé de faire cet exercice-là. Je pense que c'est un bon lexique. Fait que ça, c'est une bonne chose. Fait que, justement, se tourner vers des ressources fiables. Vous pouvez aussi, tu sais, je disais pas TikTok, mais il y a certaines personnalités publiques qui peuvent parler de leur propre vécu, puis avec une super aisance. À ce moment-là, vous avez accès à un témoignage. Un témoignage. Donc, c'est pas la vérité de toute une communauté. Non, ça aussi, il faut nuancer ça. Tantôt, tu parlais, puis ça me faisait penser un peu en milieu de travail. Est-ce qu'il y a des formations, y a-t-il des outils concrets qu'on pourrait donner aux employeurs, aux gens qui font partie de ces équipes-là pour être plus sensibilisés justement au fait que, tantôt tu disais, oui, on peut poser des questions, mais ça dépend du lien aussi qu'on a avec cette personne-là. Ça dépend. Fait que quel genre d'outils on peut donner? Tu sais, par exemple, vous, avec le JAG, est-ce que vous vous déplacez en entreprise? C'est-tu des choses que vous pouvez faire pour sensibiliser les gens en milieu de travail? Tout à fait. C'est le genre de choses qu'on peut faire. On n'est pas le seul organisme qui peut faire ça. Il y a plein d'organismes qui offrent une panoplie de formations, mais oui, nous, on peut le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut faire de plus en plus, former des équipes, former les employeurs pour comment accueillir la diversité au sein de leur équipe, mieux faire les choses. Fait que dans le fond, c'est ça, d'être plus inclusif. Fait que oui, la formation, la sensibilisation, on peut aussi offrir de la sensibilisation auprès des employés aussi, des équipes. Fait que ça devient super intéressant parce qu'après, quand tout le monde a vécu une formation, bien, on a tous et toutes un message commun. On sait comment réagir. Quand quelqu'un ne se souvient plus comment faire les choses, ben tu sais, il y a quelqu'un qui peut faire « Hey, tu sais, oublie pas telle chose ». Fait que je pense que ça peut être vraiment bénéfique. Puis honnêtement, on est humain, hein, c'est la répétition des messages. Ouais. on répète, on s'actualise. Ah oui, c'est vrai, tu sais. Fait que plus on va répéter quelque chose, plus ça va devenir un élément du quotidien, ça va devenir facile à faire. Fait que oui, la formation, ça, c'est excellent. Quand on ne se sent pas outillé sur quelque chose, allons trouver les outils. C'est aussi ça, de voir moi, en tant qu'employeur, est-ce que je me sens outillé? Ta réponse, c'est non. Il y a plein de façons d'avoir des outils. Il y en a des employeurs qui ont un syndicat avec déjà des lignes directrices vers l'inclusion, la politique EDI, hein, aussi dans certains milieux de travail, je pense, c'est s'y référer. Il y en a qui ont des comités EDI aussi. Donc, tournez-vous vers ces comités-là. EDI pour les gens qui se Équité, demanderaient. diversité, inclusion. OK, merci. Oui, exactement. Okay. Donc, c'est vraiment la diversité au sens large. Donc, ils ont déjà réfléchi aux enjeux un peu intersectionnels, là. Donc, je pense que c'est important de voir c'est quoi nos forces au sein de l'équipe. Des fois, c'est ça, au sein même des équipes, il y a des pépites qui sortent. Et autre chose, des fois, quand on se demande, OK, là, je veux inclure, on a un nouveau ou une nouvelle collègue trans, elle me l'a dit en entrevue, mais là, je veux bien faire les choses, que tout le monde l'accueille comme il faut, comment je devrais faire? Posez donc la question à la personne concernée au départ. Mais oui, c'est tellement plus... On dirait, hein, des fois, Tellement. on se casse la tête. Mais oui, c'est de demander directement à la personne, est-ce que tu as envie qu'en amont, déjà, je prépare le terrain en mentionnant que tu es une personne trans ou tu préfères t'en occuper toi-même? Parce qu'il y en a pour qui, hey, je veux avoir le contrôle du message, c'est quand même mon histoire, ma vie. Puis je veux savoir, tu sais, je veux vraiment faire ça à mon rythme, à ma façon. C'est tout à fait légitime aussi. Puis il y en a pour qui ils préfèrent, oui, je préférerais que ça soit déjà fait. Puis comme ça, j'aurais pas à avoir cette espèce de fardeau-là sur les épaules. Fait que
demander à la personne concernée. Je trouve que c'est un élément tellement intéressant. Puis moi, ça m'amène vraiment une grosse question que souvent, dans plein d'autres contextes, je me pose, tu sais, j'essaie constamment d'être une alliée pour plein de communautés marginalisées. Mon questionnement, c'est quand est-ce qu'on dépasse cette ligne d'alliés puis qu'on prend la voix de ces gens-là? Ah. Pour plein de communautés, je sais que le fait d'être un allié, puis des fois, on doit se lever puis parler parce qu'il y a certaines communautés qui ont besoin aussi de notre voix. Mais comment on fait pour pas franchir cette ligne de comme je vais au-delà, en fait, du rôle d'allié, puis je suis en train de prendre la place puis le micro à ces gens-là, là, tu sais? Mais c'est une question super pertinente et intéressante que tu poses là. Puis la ligne n'est pas complètement claire, honnêtement. Ça dépend vraiment des contextes. Si, par exemple, tu es dans un milieu où il y a déjà plein de personnes queer, que c'est sûr que ce sont des personnes qui font partie de la diversité et qu'elles prennent parole et que tu prends parole plus fort, là, c'est pas nécessairement ta place en tant qu'allié de parler plus fort ou au nom de, parce qu'il y a des personnes concernées dans la pièce qui prennent déjà parole. Là où c'est important de prendre parole en tant qu'allié, c'est en l'absence de personnes de la communauté queer. Par exemple, en milieu de travail, tu as un collègue, on ne le nommera pas, et qui a des propos transphobes, alors que tu sais clairement qu'on a une collègue qui vient d'arriver, qui est une personne trans, c'est important d'agir là. Tu sais, tes propos, tes fameuses blagues, qu'elles sont pas drôles, mais c'est juste de la transphobie déguisée en blague, là. Ben, c'est là le temps d'agir, de faire comme, hey, regarde, t'as une petite gêne. Ça, c'est le genre de propos que j'aime pas entendre. Peu importe. Ou par exemple, justement, une personne trans qui a changé son prénom dernièrement. Fait que là, il y a toute l'accoutumance là, de s'habituer à ce nouveau prénom-là. C'est normal de se tromper, OK? On se tape pas sur la tête, personne. C'est normal de se tromper, mais de rattraper quand un collègue fait un faux pas. Ah, oublie pas, c'est Laurence maintenant, tu sais. Juste comme de rattraper ça. Puis ça, c'est des petites actions qui font toute la différence. Fait que c'est là, les alliés sont super importants, vraiment en l'absence de personnes de la communauté ou de personnes timides. Il y a aussi ça, hein? Faut être à l'affût un peu des personnalités qui sont autour. Il y en a pour qui ont de la difficulté à prendre parole parce que peut-être se sont fait réprimer beaucoup, soit parce qu'elles ne sont pas capables de faire face à des personnalités plus fortes. Donc, si vous avez cette force-là, vous, d'aller à la défense d'eux, ça va vraiment porter ses fruits. Puis en cas de doute, encore une fois, de demander à la personne, « Hey, quand que j'ai dit telle chose devant tel collègue, là, parce qu'il s'est trompé dans son prénom, est-ce que c'était correct? » D'aller valider, la personne va faire « Hey, merci, je ne l'aurais pas fait. » Fait que là, vous venez de valider, puis de valider aussi que hey, c'était pas correct, qu'est-ce que l'autre a fait. Fait que, je pense que dans la communication, pour vrai, c'est la clé. Hein? Ben oui. Puis là, je me mets même en contexte parce que je réalise à quel point la solution, des fois, est vraiment simple puis elle est juste devant nous. C'est juste de poser la question. Tellement. Et ça m'amène aussi en contexte, mettons, d'entrevue, d'embauche. Tu sais, quand on arrive devant un employeur, premièrement, bon, c'est la première fois qu'on le rencontre, on le connaît pas, tout ça. Puis est-ce que peut-être l'employeur aussi a un certain inconfort ou malaise à poser des questions ou à vérifier, venir valider certaines informations? Puis ce que j'en comprends de ça, c'est qu'il faut pas avoir peur de poser la question puis d'aller valider auprès de la personne. Tu donnais l'exemple tantôt, est-ce que tu préfères que je prépare l'équipe, que je leur parle, que je sensibilise à, ou tu préfères le faire toi-même? Ou fait que de conscientiser aussi l'employeur qui a une forme de responsabilité là-dedans, de pas avoir peur d'oser de poser ces questions-là puis de valider l'information avec la personne. Parce qu'en tant qu'employeur, tu as une position de leadership aussi. Est-ce que tu veux un leadership positif ou négatif? C'est aussi ça. Si tu prends de l'inclusion, ça fait que les gens... Moi, quelqu'un qui est inclusif, là, il y a une confiance qui s'installe. J'ai l'impression que je suis en sécurité, ou du moins dans un espace plus sécuritaire que d'autres milieux qui ne font pas ce genre d'action-là. D'être en prévention plutôt qu'en réaction à une situation, c'est toujours mieux. Parce qu'en réaction, des fois, c'est là qu'on commet des faux pas. Alors qu'en prévention, on a pu se préparer. OK, comment bien faire les choses? C'est quoi les actions positives que je peux poser? Fait que oui, de poser les questions, d'être en amont, ça, c'est vraiment super facile. Ouais. Tout à l'heure, tu nous as parlé, je fais vraiment un retour en arrière, mais tu nous as parlé d'intersectionnalité. Ouais. Ça serait super le fun de le définir, d'expliquer c'est quoi. Je sais que de plus en plus, les gens ils commencent à entendre parler quand même, là, en dehors des communautés marginalisées, mais
je pense qu'il y en aurait qui profiteraient encore de savoir c'est quoi. Fait que si tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, puis quels impacts ça a aussi, là, pour là, on a parlé, on les a tous mis dans la même catégorie, trans, non-binaire, on a parlé d'orientation et tout ça, mais voilà, on peut aller un petit peu plus loin. M'essayer de rendre ça concret pour le commun des mortels. C'est ça, donc, le fameux mot intersectionnalité. Donc, c'est être justement une intersection de plusieurs minorités. Donc, si, par exemple, je suis une personne trans, racisée, ben, je suis à l'intersection de deux minorités. Je suis en minorité au niveau de mon identité de genre, mais aussi au niveau de mon ethnie, mon ethnicité, ma couleur de peau, peu importe ma culture. Fait que ça devient deux intersections. Mais à cela peut s'ajouter différentes autres intersections. Est-ce que tu es en situation de handicap? Est-ce que tu es une personne, par exemple, anglophone dans un milieu strictement francophone? Tu sais, tout dépendant des contextes, les milieux, les intersections ne seront pas les mêmes, mais ça te met dans une situation un peu plus de vulnérabilité, mettons. Fait que c'est ça quand on parle d'intersection. Fait que oui, par exemple, si je parle de la communauté LGBTQ+, ben, les personnes les moins favorisées, je pourrais dire, ben, c'est les femmes trans racisées. C'est souvent, tu sais, quand on parle de transphobie, ben, c'est souvent envers des femmes trans racisées, entre autres. Malheureusement, c'est une statistique alarmante, là, mais ça reste un fait. Fait que c'est ça, quand on parle des enjeux intersectionnels, ben, ça en fait partie. C'est ça. Donc, selon les différents types de marginalisation qu'on vit, il y a des défis supplémentaires selon, comme tu as dit, tu as nommé, là, on parle de 3 défis, là, qui est d'être une femme, d'être racisée et d'être une personne trans. Ça s'accumule, en fait, là, t'sais. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est une espèce d'addition, de multiplication dans certains contextes. Imagine, tu es une femme trans racisée, tu travailles dans un milieu majoritairement masculin. Tu vois, là, ça se peut que tu sentes justement ta situation de minoritaire beaucoup plus présente. Fait que c'est ça, c'est de voir, ça crée des obstacles, des enjeux, Y a-tu dans les expériences que vous avez vécues, dans les peut-être les entreprises que vous avez visitées, des initiatives que vous avez vues qui ont été mises sur pied ou que vous avez conseillé peut-être aussi de faire, dont tu as été témoin, qui t'a marqué par son côté, justement, au niveau de l'ouverture, de dire on encourage le dialogue, on encourage l'accueil, l'intégration de la diversité, la sensibilisation, l'information, tout ça. Est-ce qu'il y a des exemples ou un exemple qui te viendrait en tête d'un milieu de travail où tu as vraiment senti qu'il y avait des belles initiatives qui étaient mises en place? Je pourrais parler d'une entreprise en particulier qui, pour eux, c'était important que les employés concernés par santé-sécurité au travail soient conscients des enjeux au niveau des personnes trans dans leur milieu parce qu'ils étaient majoritairement masculins dans une région un peu plus rurale. Donc, la diversité au niveau du genre, il y a très peu de personnes qui se connaissent très bien. Donc, pour ces collègues-là, c'était vraiment important qu'ils soient sensibilisés. Comment accueillir un coming out? Si une personne est victime d'intimidation, comment réagir? Ça, j'ai trouvé ça A1. Sinon, c'est plus facile, je trouve, au milieu communautaire d'avoir des initiatives parce que ça bouge plus vite, souvent que dans des grandes entreprises. Instaurer, par exemple, au niveau des signatures courriels, le pronom, les accords. Super simple comme geste, mais ça peut faire toute la différence. Des fois, on regardait aussi au niveau des formulaires. Il y en a pour qui ils nous invitaient de la formation, ils voulaient valider les formulaires, soit qu'ils remettaient à leurs usagers, usagères ou auprès des employés, voir est-ce que c'est inclusif? Est-ce que ça a de l'allure, ce qu'on présente? Des fois, on venait faire certains changements. Tu sais, en début de rencontre, je disais la mention de sexe. Pourquoi? Souvent, il n'y avait pas vraiment de réponse à pourquoi c'est nécessaire. J'avoue, pourquoi c'est nécessaire. Ça a toujours été là, fait qu'on le met, mais à quoi ça sert concrètement, on ne le sait pas trop. Ben c'est ça, on poussait la réflexion, puis là, c'est comme, OK, c'est les pronoms que vous aimeriez savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Ben oui, mais c'est ça. Fait que des fois, c'est ça, on se rend compte que c'est mieux de cette façon-là, où il y en a vraiment qui voulaient faire, OK, comment on peut intégrer les personnes non-binaires dans nos milieux qui sont, par exemple, que pour les femmes ou que pour les hommes. Comment on réfléchit? C'est quoi les obstacles? C'est quoi les enjeux? Fait que ces réflexions-là, tu
c'est le fun quand il y a une motivation puis une intention vraiment de mieux faire les choses quand on nous invite parce qu'on est là en toute ouverture puis on est comme, OK, on va réfléchir, mais ensemble à comment mieux faire les choses en fonction de votre réalité terrain. Ouais. Dans notre organisation, d'ailleurs, on a essayé d'intégrer justement un mode de communication plus inclusif, c'est-à-dire que on y va vraiment de façon non genrée, tu sais, les personnes et non pas employé, employé, ES, candidat, candidate, tu sais. Donc, on essaie de plus en plus d'aller chercher une communication autant à l'interne qu'à l'externe aussi, une communication qui est plus inclusive, qui est non genrée. Fait que je pense que ça peut être peut-être un exemple quand on parlait d'initiatives, d'exemples, en fait, là, de choses à mettre en place au sein d'une équipe pour que tout le monde se sente inclus, justement, dans les messages qu'on véhicule. Donc, peut-être si ça peut donner l'idée à quelqu'un dans leurs équipes de travail respectives, là, de penser à mettre cette façon de communiquer-là en place aussi pour que les gens se sentent tous partie prenante là, de l'équipe. On a parlé beaucoup de la responsabilité qui pouvait revenir aux communautés queer. On a parlé de celle qui revient aux employeurs, par exemple, justement, de faire des documents qui sont épicènes, là. On donnerait quoi comme conseil aux gens qui accompagnent ces communautés-là? On a le podcast qu'on fait aujourd'hui, le balado qu'on fait aujourd'hui, c'est entre autres pour ceux qui sont des intervenants, qui travaillent au quotidien avec toutes sortes de clientèles. On fait comment pour les accompagner le mieux possible au sein de leur milieu de travail quand c'est pas notre expertise en plus? D'être à l'écoute. Honnêtement, vraiment d'être à l'écoute. Peut-être que le fait d'intégrer un nouveau milieu de travail est très anxiogène pour quelqu'un. D'autant plus quand tu fais partie de la communauté queer, ça peut rajouter une certaine dose d'anxiété, d'être à l'écoute de de poser des questions. Comment ça s'est passé dans d'autres milieux de travail? Est-ce que tu as des craintes? Quel genre d'obstacles tu penses rencontrer? Et comment moi je peux t'aider à y pallier? Comment s'y préparer ensemble? Fait que déjà là, d'être dans cet accompagnement-là, c'est aussi de redonner de la force à la personne, de dire, ah ben tu sais, je pourrais faire ça, je pourrais dire ça. Tu sais, déjà de se préparer à ça, ça va peut-être lui donner une confiance supplémentaire quand il va intégrer ce nouveau milieu de travail-là. Pour vrai, il ne faut pas nécessairement avoir une expertise pour être juste dans l'écoute, dans le respect puis dans l'accompagnement. Honnêtement, ça semble très simple, mais c'est quand même ça la réalité. Je pense que c'est la clé. Ouais. Quel magnifique conseil pour terminer cette ben oui. émission. Jessica, merci infiniment. Ça fait plaisir. D'être venue nous voir aujourd'hui. Vraiment, on va avoir beaucoup je pense, de contenu à partager avec les intervenants, avec les gens qui travaillent, avec les gens issus de la communauté marginalisée. Donc, vraiment, immense merci de ta présence. Avant de te laisser partir, l'archétype qu'on t'a présenté au début de l'émission te réservait aussi un petit conseil. Alors, ça, on le garde toujours pour la fin. Ouais. Donc, je te partage le conseil pour Jessica, Ouais. qui a été écrit par l'intelligence artificielle. Donc, prends soin de ton propre équilibre intérieur. Tu donnes beaucoup pour la cause. Réserve-toi des espaces de ressourcement personnel permettant de garder la clarté, l'énergie et la joie nécessaires pour continuer à inspirer et transformer. Wow, mon entourage, je te dirais, mais tellement. Ah, ben vois-tu? Mais tellement, oui. Hey, tout à fait. Mon Dieu, hein, l'intelligence artificielle, c'est fou, mais... On sous-estime, hein, mais ouais. Ça a visé juste, tout à fait. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous deux. Ça a été vraiment un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Plaisir partagé.